Elle a abandonné une carrière brillante pour sauver son père, est devenue vendeuse et a avalé les humiliations en silence. Jusqu'à ce que l'épouse d'un millionnaire parle en français pour l'offenser, sans savoir qu'elle comprenait tout. Le son du rire traversa la boutique comme une lame. C'était le genre de rire qui ne venait pas de l'humour, mais du mépris, fort, aiguisé, fait pour blesser. Et tous les clients qui se trouvaient à la Maison Beaumont cet après-midi-là s'arrêtèrent pour regarder. Camille Dubois, la plus jeune vendeuse de la boutique, sentit l'impact de ce rire avant même de comprendre ce qui se passait. Elle rangeait une étagère de foulards importés quand elle entendit la voix stridente fendre l'air. « Regardez cette fille. Elle a l'air d'une vulgaire roturière déguisée en vendeuse », dit Clémence en français. Camille ne bougea pas, resta là, les mains posées sur la soie, sentant son visage rougir, car elle avait compris. Elle avait compris chaque syllabe, chaque virgule, chaque goutte de venin cachée dans cette phrase prononcée dans un français parfait. Regardez cette fille, elle a l'air d'une clocharde déguisée en vendeuse. C'est ce que la femme avait dit en riant, pointant du doigt dans sa direction, comme si elle indiquait une tache sur le sol. La femme qui parlait était Clémence Delaroche, épouse d'Antoine Delaroche, l'un des hommes les plus riches de Paris. Clémence avait l'habitude d'entrer dans les boutiques de luxe, comme on envahit des territoires conquis. Elle marchait lentement, touchait les articles du bout des doigts, et traitait chaque vendeur comme s'il était un serviteur personnel qu'elle venait d'engager. Antoine suivait juste derrière, toujours en silence, avec cet air de celui qui faisait semblant de ne pas voir ce que sa femme faisait. Il n'intervenait jamais, ne disait jamais rien. « Sérieusement, mon chéri, regarde ces chaussures. »« Quelle honte !» continua-t-elle en français, se tournant maintenant vers son mari, riant encore plus fort. Antoine jeta un bref coup d'œil à Camille et détourna le regard. Il ne dit pas un mot, se contenta d'ajuster le nœud de sa cravate et de feindre de s'intéresser à une vitrine de montres. Camille déglutit. Elle sentait les yeux de tous les clients sur elle. Elle entendait le silence gêné qui avait envahi la boutique. Elle savait que si elle répondait, elle perdrait son emploi. Et perdre cet emploi n'était pas une option, car Camille ne travaillait pas là par choix, elle travaillait par nécessité. Une nécessité qui portait un poids que personne dans cette boutique ne pouvait imaginer. Il y a quelques années, Camille était une autre personne. Diplômée en lettres modernes, spécialisée en français et italien, de l'université de la Sorbonne Nouvelle, Paris-Troué, l'une des plus réputées du pays. Elle avait construit une carrière prometteuse en tant que traductrice littéraire. Elle traduisait des romans, de la poésie, des contrats internationaux. Elle avait même été invitée à travailler à l'ambassade de France à Rome. Sa vie semblait un chemin droit vers le succès, jusqu'à ce que tout s'écroule. Son père, Bernard, un ébéniste honnête, qui avait soutenu toute sa famille de ses propres mains, fut diagnostiqué d'une maladie dégénérative qui nécessitait un traitement continu et des médicaments qui coûtaient plus que ce qu'il avait gagné toute sa vie. La sécurité sociale et la mutuelle avaient refusé de couvrir intégralement le traitement expérimental. Les avocats disaient que le procès prendrait des années, et pendant que la bureaucratie avançait au rythme de l'indifférence, Bernard dépérissait dans la chambre à l'arrière de la petite maison où Camille avait grandi. Elle abandonna tout, sa carrière, ses contrats, ses invitations. Elle retourna dans la ville où elle était née pour s'occuper de son père et de sa mère, Madame Thérèse, qui ne parvenait plus à tout faire seule. Elle avait besoin d'argent immédiat, sans le temps pour de longs processus de sélection ou des entretiens dans des multinationales. Et c'est ainsi qu'elle se retrouva à la Maison Beaumont, une boutique de vêtements de luxe dans le quartier commercial le plus chic de Paris, en tant que vendeuse. Personne là-bas ne savait qui elle était. Personne ne savait que la femme qui rangeait des étagères et servait les clients avec un sourire forcé parlait 4 langues couramment. Personne ne savait qu'elle avait traduit des livres qui figuraient sur les étagères des meilleures librairies du pays. Pour tous, Camille n'était qu'une employée de plus essayant d'atteindre son objectif du mois. Et c'est exactement ce que Clémence Delaroche avait perçu. « Excusez-moi », dit-elle en français, claquant des doigts en l'air comme on appelle un chien. « Venez ici, j'ai besoin d'aide. » Camille respira profondément, redressa sa posture et s'approcha d'elle. « Oui, madame. Comment puis-je vous aider ?» Clémence ne la regarda même pas dans le visage. Elle tenait une robe de soie près de son corps, tournant lentement devant le miroir. Ce tissu est-il vraiment de la soie française? Ou est-ce cette imitation bon marché que vous essayez de nous refourguer? C'est de la soie véritable, madame, importée directement de Lyon. Nous avons le certificat de provenance, si vous souhaitez le vérifier. Clémence regarda finalement Camille de haut en bas, avec ce regard qui pesait et rejetait une personne en 2 secondes. « Vous savez où se trouve Lyon ?» demanda-t-elle avec un sourire qui n'avait rien d'amical. « Oui, madame. J'en doute. » Clémence rit, se tournant vers Antoine. « Mon chéri, elle ne sait probablement même pas où se trouve la Loire sur une carte. » Antoine ne répondit pas, mais il y avait quelque chose dans son regard. Quelque chose de rapide, presque imperceptible, une gêne, une honte qu'il tentait de cacher derrière l'indifférence. «
Camille sentit ses ongles s'enfoncer dans sa paume. Chaque cellule de son corps criait de répondre, de déverser en français courant tout ce qu'elle avait sur le cœur, de montrer qu'elle ne savait pas seulement où se trouvait Lyon, mais qu'elle avait déjà arpenté ses rues, visité ses ateliers de soie, parlé avec des artisans locaux dans leur propre langue. Mais elle ne pouvait pas maintenant, pas ici, car à la maison, son père Bernard attendait la prochaine dose de son traitement. Et cet emploi, aussi humiliant soit-il à ce moment-là, était ce qui maintenait le flacon plein. « Je vais essayer ça », dit Clémence, jetant la robe dans les bras de Camille, sans aucune précaution. « Et apportez-moi aussi ce manteau dans la vitrine, le beige, et ne tardez pas, car mon temps est précieux. »« Oui, madame. » Camille s'éloigna en portant la robe, et, en marchant vers la cabine d'essayage, elle entendit Clémence dire une fois de plus en français, cette fois à une autre cliente, qui semblait être son amie. « Je viens ici juste pour m'amuser. Ces vendeuses pensent qu'elles sont quelqu'un. » L'amie rit, Clémence rit, et le son de ce rire résonna dans la tête de Camille, comme une cloche que personne ne pouvait arrêter. Dans la cabine d'essayage, tandis qu'elle accrochait la robe et allait chercher le manteau, Camille appuya son front contre le mur froid et ferma les yeux. Ce n'était pas la première fois qu'elle était humiliée par une cliente, mais c'était la première fois que l'humiliation venait dans sa propre langue de spécialité. C'était comme si quelqu'un avait trouvé la partie la plus sensible de son histoire et l'avait pressée fortement. Elle pensa à son père, à la façon dont il tenait sa main quand elle était enfant et disait « Ma fille, le monde essayera de te rendre petite, mais tu es née géante. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. » Sa voix résonnait encore en elle, même maintenant qu'il parvenait à peine à parler. Camille ouvrit les yeux, respira profondément et retourna dans la salle avec le manteau dans les bras et le sourire professionnel sur le visage. Car c'était ce que les géants faisaient. Ils affrontaient la tempête debout. Clémence essaya la robe et le manteau, tourna devant le miroir pendant de longues minutes, demanda l'avis d'Antoine, qui se contenta d'acquiescer, puis dit « Je prends les deux. Mettez ça sur le compte de la boutique, comme toujours. »« Bien sûr, Madame Delaroche. Je vais préparer l'emballage. » Pendant que Camille emballait les articles avec le soin que la boutique exigeait, papier de soie, ruban, sac personnalisé, Clémence s'approcha du comptoir et appuya ses coudes sur le marbre. Elle regarda Camille avec une expression qui mêlait l'ennui et la cruauté. « Puis-je vous donner un conseil ?» dit Clémence en français, pour la première fois sans rire. Camille leva les yeux. « Bien sûr, madame, des gens comme vous ne devraient pas travailler dans des endroits comme celui-ci. Ceci est pour des gens qui s'y connaissent en mode, en culture, en monde. Ce n'est pas pour n'importe qui. » Elle fit un geste vague de la main, comme si elle chassait un insecte. « Vous devriez chercher quelque chose de plus adapté à votre niveau. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait avoir une forme physique. Deux vendeuses à proximité baissèrent la tête. Le gardien à la porte, Monsieur Jean, un homme qui travaillait là depuis des années, serra les poings sans rien dire. Même Antoine sembla se ratatiner dans son propre costume. Camille termina de fermer le sac, tendit les anses à Clémence des deux mains, la regarda droit dans les yeux, et dit d'une voix si ferme qu'elle se surprit elle-même. « Merci beaucoup de votre visite, Madame Delaroche. Revenez quand vous voulez. » Clémence prit le sac, lâcha un dernier rire du nez et quitta la boutique bras dessus bras dessous avec Antoine, qui n'avait pas dit un seul mot pendant toute la visite. Quand la porte vitrée se referma derrière eux, l'air de la boutique sembla s'alléger. Sophie, la gérante de la maison Beaumont, s'approcha de Camille avec une expression partagée entre la compassion et l'impuissance. « Camille, je suis tellement désolée, j'ai tout vu. Mais Madame Delaroche est la plus grande cliente de la boutique. Elle dépense plus ici en un mois que nous ne réalisons de chiffre d'affaires en 3. Je ne peux pas. Je sais, Sophie. » Camille l'interrompit doucement. « Pas besoin d'expliquer. Je comprends. Tu as compris ce qu'elle disait en français ?» Camille regarda Sophie un long moment. Elle aurait pu dire la vérité, aurait pu révéler qui elle était, ce qu'elle savait, ce qu'elle avait été. Mais quelque chose en elle lui dit que ce n'était pas le moment. Elle ne mentit pas. « Je n'ai rien compris. » Sophie soupira de soulagement. « Tant mieux. Ce n'était probablement rien d'important. » Camille sourit, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à nommer, mais qu'elle sentait grandir dans sa poitrine, comme une braise que quelqu'un venait de souffler. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était quelque chose de plus profond. C'était la certitude que ce ne serait pas la dernière fois que Clémence Delaroche croiserait son chemin. Et quand cela arriverait, les choses seraient très, très différentes. Ce soir-là, Camille rentra chez elle épuisée. La maison était simple. Dans un quartier éloigné du centre, mais elle était propre, entretenue, pleine de fleurs que Madame Thérèse plantait dans les pots sur la véranda. En entrant, elle trouva sa mère dans la cuisine, préparant une soupe. « Comment s'est passée ta journée, ma fille ?»« Normal, maman. Juste fatigante. » Madame Thérèse la regarda avec ses yeux qui voyaient ce que personne d'autre ne voyait. « Camille,
Je te connais depuis avant ta naissance. Ne me dis pas que c'était normal quand tes yeux disent autre chose. » Camille s'assit sur la chaise de la cuisine, la même chaise sur laquelle elle avait passé toute sa vie, et sentit ses yeux picoter. « Une cliente m'a humilié aujourd'hui, maman. Elle a dit des choses horribles sur moi en français, pensant que je ne comprendrais pas. » Madame Thérèse lâcha la cuillère et s'assit à côté de sa fille. « Et tu as compris chaque mot? Et qu'as-tu fait ?» J'ai souri. J'ai emballé ses achats et j'ai dit « Revenez quand vous voulez. » Madame Thérèse resta silencieuse un instant, puis elle prit la main de sa fille entre ses mains cailleuses de celle qui avait fait la lessive pendant des années et dit quelque chose que Camille n'oublierait jamais. « Ma fille, la dignité n'est pas ce que les autres te donnent, c'est ce que personne ne peut ôter. » Camille laissa les larmes couler. Là, dans la cuisine de sa mère, avec l'odeur de la soupe dans l'air et le son de la vieille télévision venant de la chambre de son père, elle pleura tout ce qu'elle avait retenu toute la journée. Elle pleura de fatigue, de nostalgie de la vie qu'elle avait eue, de peur de l'avenir, de douleur de voir son père dépérir, de colère d'avoir à avaler l'humiliation de quelqu'un qui ne valait pas la moitié de ce qu'elle était. Quand elle se calma, elle essuya son visage et alla dans la chambre de Bernard. Il était éveillé, allongé sur le lit, le regard perdu au plafond. En voyant sa fille, un faible sourire illumina son visage fatigué. « Ma petite » murmura-t-il. « Comment s'est passée ta journée ? » « C'était bien, papa. Tout va bien. » Il serra sa main avec le peu de force qu'il lui restait. « Je suis fier de toi, tu sais. Chaque jour, plus que n'importe quel diplôme, plus que n'importe quelle langue, je suis fier de qui tu es. » Camille embrassa le front de son père et resta là, tenant sa main jusqu'à ce qu'il s'endorme. De retour dans sa chambre, avant de dormir, elle ouvrit le tiroir de la commode et en sortit une vieille boîte. À l'intérieur se trouvaient ses diplômes, ses certificats de maîtrise linguistique, ses lettres de recommandation d'éditeurs internationaux et une invitation encadrée qu'elle n'avait jamais utilisée. L'invitation à travailler à l'ambassade de France. Camille tint ce papier pendant un long moment, sentant le poids de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Puis elle le rangea dans la boîte et ferma le tiroir. Mais cette fois, elle ne le verrouilla pas, car quelque chose en elle lui disait que bientôt, très bientôt, elle aurait besoin d'ouvrir à nouveau ce tiroir. Et quand elle l'ouvrirait, plus rien ne serait comme avant. Les jours passèrent depuis l'humiliation, et Camille essayait d'avancer, comme elle le faisait toujours, en silence, la tête haute et le cœur lourd. La routine à la maison Beaumont était revenue à la normale. Les mêmes étagères à organiser, les mêmes clients à servir, les mêmes sourires forcés à maintenir. Mais quelque chose en Camille n'était plus le même. Depuis cette nuit où elle avait laissé le tiroir déverrouillé, une inquiétude silencieuse s'était installée dans sa poitrine et refusait de partir. Ce matin-là, elle arriva au magasin plus tôt que d'habitude. Elle aimait le silence qui régnait avant l'ouverture des portes, quand elle pouvait marcher entre les portants sans avoir à sourire à personne. C'est alors qu'elle arrangeait une vitrine que Sophie apparut avec une expression tendue. « Camille, il faut que je te parle. »« Qu'est-ce qui se passe, Sophie ?» Madame Delaroche a appelé hier soir directement la propriétaire de la boutique. L'estomac de Camille se serra. Et qu'a-t-elle dit ? Sophie croisa les bras, visiblement mal à l'aise. Elle a dit qu'elle n'avait pas aimé le service, que tu étais froide, antipathique, qu'une vendeuse devrait être plus souriante et reconnaissante d'avoir l'opportunité de servir quelqu'un comme elle. Camille sentit le sol trembler sous ses pieds. Elle avait été impeccable lors de ce service, polie, efficace, professionnelle. Et pourtant, la femme qui l'avait humiliée en français avait encore trouvé de quoi se plaindre. « Sophie, j'ai tout fait correctement. Tu l'as vu toi-même. Je sais que tu l'as fait, mais Madame Dubois-Lafont m'a appelée furieuse. Elle a dit que si Madame Delaroche se plaignait une fois de plus, il y aurait des conséquences pour moi et pour toi. » La menace planait dans l'air comme un nuage sombre. Camille savait ce que conséquences signifiait dans ce contexte. Cela signifiait la porte. Cela signifiait perdre son salaire, sa mutuelle, le traitement de son père. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Camille, essayant de garder une voix ferme. « Quand elle reviendra, et elle reviendra car elle vient toutes les semaines, je veux que tu la traites comme une reine. Souris davantage, complimente davantage, fais tout ce qu'il faut pour qu'elle reparte satisfaite. » Camille serra les lèvres. Chaque fibre de son corps criait que c'était injuste. Mais l'injustice était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre de combattre. « Non, d'accord, Sophie, je m'en occupe. » Le lendemain traîna en longueur. Camille servait les clients automatiquement, le sourire aux lèvres et la tempête à l'intérieur. C'est alors qu'en milieu de matinée, la porte de la boutique s'ouvrit et une dame que Camille n'avait jamais vue entra. C'était une femme d'un certain âge, cheveux gris, attachés en un chignon simple, posture courbée, pas lent et prudent. Elle portait un vieux sac, usé par le temps, et regardait autour de la boutique avec des yeux curieux, presque enchantés, comme une enfant entrant dans un parc pour la première fois. Camille observa que les autres vendeuses se regardaient. Aucune ne bougea.
C'était le genre de cliente que personne ne voulait servir, car personne ne croyait qu'elle pût acheter quoi que ce soit là. Bah, la maison Beaumont vendait des articles qui coûtaient plus cher que de nombreux salaires, et cette dame ne semblait clairement pas appartenir à ce monde. Chloé, l'une des vendeuses les plus anciennes, s'approcha de Camille et murmura « Ne perds pas ton temps. Celle-là s'est trompée de boutique. Elle va juste regarder, toucher les articles et repartir sans rien acheter. » Camille regarda la dame, regarda ses mains, qui tremblait légèrement alors qu'elle touchait un foulard en soie sur l'étagère la plus proche. Et à cet instant, Camille ne vit pas une cliente qui ne pouvait pas acheter. Elle vit Madame Thérèse, elle vit sa propre mère, qui aurait aussi ce regard enchanté si elle entrait un jour dans une telle boutique. Elle vit toutes les femmes que le monde avait appris à se sentir trop petites pour occuper certains espaces. Sans rien dire à Chloé, Camille s'approcha de la dame avec le sourire le plus sincère qu'elle avait eu depuis des semaines. « Bonjour madame, soyez la bienvenue. Puis-je vous aider en quelque chose ?» La dame leva les yeux, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui adresse la parole. « Ah, bonjour ma chérie. Je sais que je ne devrais pas être ici. Ces vêtements semblent si fins. Madame, vous pouvez être où vous voulez, dit Camille avec fermeté. Et vous pouvez essayer ce que vous voulez. C'est pour ça que je suis ici. » Les yeux de la dame brillèrent. « Vraiment ? C'est que je voulais acheter un cadeau pour ma petite fille. Elle va être diplômée, et je voulais lui offrir quelque chose de spécial, quelque chose qu'elle regarderait et sentirait que sa grand-mère croit en elle. Vous savez, la voix de la dame trembla sur la dernière phrase et Camille sentit sa poitrine se serrer. Cette femme n'était pas là pour acheter un produit. Elle était là pour acheter un geste d'amour. « Madame, vous êtes au bon endroit, » dit Camille. « Parlez-moi de votre petite fille. Qu'est-ce qu'elle aime? Quel est son style ?» La dame eut un large sourire. Le genre de sourire qui naît dans le cœur avant d'atteindre le visage. Elle s'appelle Léa. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Elle sera la première de la famille à obtenir son diplôme universitaire. Elle a travaillé et étudié en même temps pendant toutes ces années. J'aurais tellement aimé pouvoir lui offrir le monde. Camille écouta chaque mot avec une attention sincère. Pendant ce temps, de l'autre côté de la boutique, Chloé et une autre vendeuse nommée Manon observaient la scène avec des expressions moqueuses, chuchotant entre elles. « Elle perd son temps », murmura Manon. « Cette dame n'achètera pas une seule paire de chaussettes ici. » Camille les ignora complètement. Elle passa les minutes suivantes à montrer des options à la dame, expliquant les tissus, suggérant des combinaisons, non pas avec le ton artificiel qu'elle utilisait avec les clientes riches, mais avec la même tendresse qu'elle aurait eue avec sa propre mère. La dame essaya un foulard, toucha une paire de boucles d'oreilles délicates, et ses yeux s'arrêtèrent sur une robe exposée, sur un mannequin près de l'entrée. « Celle-là », murmura-t-elle. « Celle-là, c'est la robe que Léa porterait à sa remise de diplôme, et se sentirait la plus belle femme du monde. » Camille regarda la robe. C'était l'une des pièces les plus chères de la collection. Le prix ferait réfléchir n'importe qui à deux fois. « Voulez-vous que je la sorte du mannequin pour que vous la voyiez de près ? Je peux la toucher ? Bien sûr que oui. » Camille retira la robe avec précaution et l'apporta à la dame, qui passa ses doigts sur le tissu avec une délicatesse presque sacrée. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est si beau !» dit-elle d'une voix étranglée. « Léa mérite quelque chose comme ça. Elle mérite le monde. Combien madame souhaiterait-elle investir ?» demanda Camille avec douceur, sans aucun jugement dans la voix. La dame ouvrit son vieux sac et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des billets soigneusement rangés, certains déjà vieux, d'autres plus récents. « J'ai économisé pendant très longtemps. J'ai mis de côté à chaque marché, chaque commande de gâteau, chaque couture que j'ai faite. Tout est là. » Camille regarda l'enveloppe et sentit ses yeux picoter. Cet argent n'était pas seulement du papier, c'était du temps, des nuits blanches, des sacrifices silencieux que personne ne verrait jamais. Lorsque la dame annonça le montant, il manquait beaucoup pour la robe. Ses yeux s'éteignirent comme une bougie soufflée par le vent. « Je savais, dit-elle doucement, rangeant l'argent. Je savais que ça n'irait pas. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps, ma chérie. Madame, vous ne m'avez pas fait perdre mon temps du tout, dit Camille, tenant la main de la dame entre les siennes. Donnez-moi une minute, juste une minute. Camille se dirigea vers le fond de la boutique, où se trouvait le système de stock. Son cœur battait fort. Elle savait que ce qu'elle était sur le point de faire pouvait lui coûter son emploi, mais elle savait aussi qu'il y a des moments dans la vie où il faut choisir entre la sécurité et ce qui est juste. Elle vérifia le système et trouva quelque chose. Cette robe spécifique avait un petit défaut de fabrication, presque invisible, à la couture intérieure de l'ourlet. Un défaut que la plupart des clientes ne remarqueraient jamais, mais qui, selon les règles de la boutique, permettait une réduction significative sur l'article. C'était une politique que Sophie autorisait rarement, réservée aux situations spéciales. Camille retourna voir la gérante. « Sophie, la robe en vitrine,
a un défaut de fabrication à l'ourlet intérieur. Puis-je appliquer la réduction pour article endommagé? Sophie fronça les sourcils. Pour qui? Pour une cliente. Cette dame qui est là? Sophie la regarda avec méfiance. Camille, ne me crée pas de problème. Madame Dubois-Lafont me surveille déjà à cause de Madame Delaroche. Sophie, c'est la politique de la boutique. Le défaut existe. La réduction est légitime. Je demande d'appliquer une règle qui est déjà dans le système. Sophie regarda Camille un long moment. Il y avait quelque chose dans la voix de cette vendeuse qui n'était pas de la supplication. C'était de la conviction. Le genre de fermeté qui ne s'apprend pas en formation de vente. D'accord, j'autorise. Mais si ça pose problème, c'est ta responsabilité. Camille retourna vers la dame avec la robe dans les bras et un sourire qui illuminait tout son visage. Madame, j'ai trouvé une réduction spéciale pour cet article. Le prix est dans ce que vous avez. La dame écarquilla les yeux. Comment ça? Vous êtes sûr? Absolument. La robe est pour votre petite fille. Ce qui se passa ensuite fit même Chloé et Manon arrêter de chuchoter. La dame serra Camille dans ses bras au milieu de la boutique. Une étreinte prolongée, serrée, de celles qui disent tout ce que les mots ne peuvent pas. Les larmes coulaient sur son visage ridé pendant qu'elle répétait « Merci, merci, merci ». Comme une prière, Camille retint ses propres larmes de toute la force qu'elle avait, car dans cette étreinte, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Pendant qu'elle emballait la robe, avec le même papier de soie, le même ruban, le même sac personnalisé qu'elle utilisait pour n'importe quelle autre cliente, Camille demanda « Comment vous appelez-vous, madame ?»« Denise Pelletier », elle répondit, essuyant son visage du revers de la main. « Et je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, ma petite. Jamais. » Madame Denise quitta la boutique, portant le sac comme si c'était le bien le plus précieux du monde. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Quand la porte se referma, le silence dans la boutique était différent de celui qui avait suivi Clémence. Ce n'était pas un silence de gêne, c'était un silence de honte. Chloé et Manon détournèrent le regard quand Camille passa devant elles. Monsieur Jean, le gardien, fit un léger signe de tête, les yeux embués. Sophie resta immobile derrière le comptoir, incapable de dire quoi que ce soit. Camille retourna à ses étagères, comme si rien ne s'était passé, mais à l'intérieur, la braise que Clémence avait allumée sans le vouloir brûlait maintenant avec encore plus de force. L'après-midi se déroula tranquillement jusqu'à ce que, quelques minutes avant la fermeture, Sophie appelle Camille dans l'arrière-boutique. Son expression était étrange, un mélange de surprise et de ce qui semblait être de la peur. « Camille, quelque chose s'est passé. »« Quoi ?» Madame Dubois-Lafont s'est plainte de la réduction. « Non, ce n'est pas ça. » Sophie respira profondément. Madame Dubois-Lafont a bien appelé, mais pas pour se plaindre. Elle a reçu un appel cet après-midi d'un groupe d'affaires français, Brodeur et Associés. Camille sentit son cœur s'emballer. Elle connaissait ce nom, très bien. Brodeur et Associés était l'un des plus grands cabinets de conseil en mode d'Europe. Il travaillait avec les marques les plus prestigieuses du monde. Et dans sa vie précédente, Camille avait traduit des contrats pour eux. « Que veulent-ils » demanda-t-elle, essayant de dissimuler le tremblement dans sa voix. « Ils viennent en ville, ils veulent établir un partenariat avec des boutiques de luxe locales, et ils ont choisi la Maison Beaumont comme l'une des candidates. Ils enverront des représentants pour une réunion. Et quel est le problème ?» Sophie déglutit. « Toute la réunion se fera en français. Madame Dubois-Lafont ne parle pas français. Je ne parle pas français. Personne ici ne parle français. Et ils ont dit qu'ils ne travaillaient pas avec des traducteurs externes pour des raisons de confidentialité. » Le silence qui suivit fut chargé d'une ironie si lourde qu'elle pouvait presque être touchée. La boutique qui avait vu son employé être humilié en français avait maintenant désespérément besoin de quelqu'un qui parlait français. « Si nous perdons cette réunion, Madame Dubois-Lafont ferme la boutique, » dit Sophie, la voix tremblante. Elle parlait déjà de réduire les coûts. Ce partenariat est la seule chance de sauver l'entreprise et les emplois de tout le monde. Camille resta immobile, sentant le poids de ce moment. Elle aurait pu simplement dire qu'elle ne pouvait pas aider. Elle aurait pu laisser la boutique sombrer avec les gens qui l'ignoraient, qui riaient d'elle, qui la sous-estimaient chaque jour. Mais elle pensa alors à Monsieur Jean, qui travaillait là depuis des années et subvenait aux besoins de sa famille avec ce salaire. Elle pensa à Sophie, qui malgré tout, essayait d'être juste dans les limites qu'elle avait. Elle pensa même à Chloé et Manon, qui étaient mesquines, oui, mais qui avaient aussi des factures à payer et des bouches à nourrir. Et elle pensa à Madame Denise, à la façon dont un simple geste de dignité avait transformé la journée de cette dame. Si Camille avait le pouvoir de sauver ses emplois, quel genre de personne serait-elle si elle tournait le dos? « Quand est la réunion ?» demanda Camille. Sophie leva les yeux sans comprendre. « Dans quelques semaines. » « Pourquoi ?» Camille respira profondément. Elle savait que ce qu'elle était sur le point de dire allait tout changer, qu'il n'y aurait plus de retour en arrière, que la vendeuse invisible était sur le point de disparaître pour toujours. « Parce que je parle français, Sophie, couramment, et je parle aussi italien,
anglais et espagnol. La mâchoire de Sophie tomba littéralement. Sa bouche s'ouvrit et resta ainsi, suspendue, comme si son cerveau avait oublié d'envoyer la commande de la refermer. Quoi? Je suis diplômée en lettres avec une spécialisation en français et italien. J'ai travaillé comme traductrice littéraire et j'ai déjà traduit des contrats pour Brodeur et Associés. Je connais leur directeur des partenariats européens par son nom. Sophie s'appuya contre le mur comme si ses jambes s'étaient ramollies. « Camille, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Camille regarda la gérante avec un calme qui cachait des années de douleur, parce que personne n'a jamais demandé. Et à cet instant, là, dans cette arrière-boutique à l'odeur de carton et de produits de nettoyage, l'histoire de Camille Dubois commença à changer pour de bon. Mais elle ne savait pas encore que la réunion avec les Français apporterait une surprise que personne, absolument personne, ne pouvait prévoir et que Clémence Delaroche serait au centre de celle-ci. Les semaines qui suivirent la révélation de Camille furent les plus étranges que la maison Beaumont ait jamais vécues. La nouvelle que la vendeuse la plus discrète de la boutique parlait 4 langues et avait déjà traduit des contrats pour l'un des plus grands cabinets de conseil en mode d'Europe, se répandit parmi les employés comme un feu dans la paille sèche. Soudain, les mêmes personnes qui l'ignoraient dans les couloirs se mirent à la saluer avec de grands sourires. Chloé, qui lui avait dit de ne pas perdre son temps avec Madame Denise, apparaissait maintenant avec du café pour Camille tous les matins. Manon, qui chuchotait derrière son dos, commença à engager des conversations sur les voyages internationaux comme si elles étaient de vieilles amies. Camille percevait tout, et cela lui faisait plus de mal que l'indifférence. Car l'indifférence, au moins, était honnête. Cette gentillesse soudaine était faite du même matériau que le mépris précédent, l'intérêt personnel. Personne n'avait réellement changé là-bas. Seule la valeur qu'il lui accordait avait changé. Et pour Camille, une personne qui ne commence à te respecter que lorsqu'elle découvre que tu es utile, ne t'a jamais vraiment respecté. Le seul qui continua de traiter Camille exactement de la même manière fut Monsieur Jean. Le même signe de tête, le même bonjour, mademoiselle, le même regard de respect silencieux. Il n'eut pas besoin de découvrir qu'elle parlait français pour voir qui elle était. Un de ces matins, il s'approcha d'elle à l'entrée de la boutique et lui dit quelque chose de simple qui resta gravé dans la mémoire de Camille. On reconnaît les bonnes personnes à ce qu'elles font quand personne ne regarde, pas au diplôme qu'elles cachent dans un tiroir. Camille sourit. Monsieur Jean ne le savait pas, mais il venait de décrire parfaitement la différence entre elle et presque toutes les autres personnes qui travaillaient là. Sophie, quant à elle, avait complètement changé de comportement. Elle se mit à traiter Camille avec une déférence presque exagérée, l'incluant dans les réunions concernant la boutique, lui demandant son avis sur les vitrines, la consultant sur les tendances européennes. En quelques jours, Camille était passée de vendeuse qui organisait les étagères à l'élément central de la préparation de la rencontre avec Brodeur et Associés. Madame Dubois-Lafont, que Camille n'avait jamais vue en personne, appelait Sophie tous les jours, s'informant de l'avancement de la préparation. Lors d'un de ces appels, Sophie mit le haut-parleur sans prévenir, et Camille entendit pour la première fois la voix de la femme qui commandait tout de loin. « Cette vendeuse parle-t-elle vraiment français ou vous moquez-vous de moi ?» demanda Madame Dubois-Lafont d'une voix sèche et méfiante. Madame Dubois-Lafont, non seulement elle parle, mais elle a travaillé directement avec Brodeur et Associés, elle a traduit des contrats pour eux. Alors, dites-moi pourquoi une traductrice de contrats internationaux est en train de plier des t-shirts dans ma boutique. Le silence de Sophie en dit long. Madame Dubois-Lafont soupira de l'autre côté de la ligne. Peu importe, si elle résout le problème, je résoudrai le sien. Si elle ne le résout pas, toutes les deux vous êtes à la porte. La communication fut coupée. Sophie regarda Camille, les yeux écarquillés et pleins de culpabilité. Elle est comme ça. Ne le prends pas personnellement. Je ne l'ai pas fait, répondit Camille avec calme. Je suis habitué à être évalué par ce que je peux faire, pas par ce que je suis. Les jours précédents, la réunion furent intenses. Camille passait ses matinées à servir en boutique et ses après-midi à préparer le matériel pour la rencontre. Elle étudia le récent portefeuille de Brodeur et Associés, révisa les terminologies du marché de la mode française, prépara des présentations bilingues et rédigea même une lettre de bienvenue en français formel que Sophie n'arrêtait pas de relire, même sans comprendre un mot. Si j'avais su que j'avais une employée comme ça, j'aurais changé beaucoup de choses ici, confessa Sophie un soir, quand les deux restèrent tard pour organiser la salle de réunion. Tu savais, Sophie, tous les jours, j'étais juste invisible. Sophie baissa les yeux. Il n'y avait pas de réponse à cela qui ne fasse pas mal. Le jour de la réunion arriva. La boutique fut fermée aux clients habituels cet après-midi-là. Sophie fit décorer l'arrière-boutique avec des fleurs, servir du café importé et mettre de la musique d'ambiance française. Un excès que Camille jugea inutile, mais elle ne commenta pas. Ce qui importait, c'était le contenu, pas l'emballage. En début d'après-midi, 2 représentants de Brodeur et Associés arrivèrent. Le premier était Monsieur Laval, un homme d'âge mûr, à la posture élégante
et au regard analytique. La seconde était mademoiselle Colette Moreau, une jeune femme au sourire diplomatique et un carnet de notes qu'elle ne quittait pas même pour prendre un café. Sophie les reçut à la porte avec un trac visible, essayant de les saluer en français avec des phrases que Camille lui avait apprises la veille. Monsieur Laval sourit poliment, mais il était clair qu'il s'attendait à plus que des courtoisies apprises. C'est alors que Camille s'approcha. « Bonjour, monsieur Laval, mademoiselle Moreau, soyez les bienvenus. C'est un honneur de vous recevoir. Aujourd'hui, je serai votre interlocutrice, dit Camille en français. La prononciation était si parfaite, si naturelle, si dénuée d'accent, que monsieur Laval s'arrêta en plein pas et regarda Camille avec une expression de surprise authentique. « Vous êtes française » demanda-t-il en français. « Française », répondit Camille avec un sourire serein. Colette Moreau sourit pour la première fois depuis son entrée, nota quelque chose dans son carnet et échangea un regard avec Laval qui disait sans mots qu'ils étaient impressionnés. La réunion commença dans la salle préparée. Camille mena toute la conversation en français courant, présentant la maison Beaumont avec une élégance qui surprit même Sophie, qui assistait de côté sans comprendre les mots, mais comprenant parfaitement l'impact que Camille provoquait. Chaque argument était précis, chaque donnée était pertinente, chaque réponse aux questions de Laval démontrait une connaissance profonde du marché de la mode européen, bien au-delà de ce que n'importe quelle vendeuse devrait savoir. À un certain moment, Laval posa une question technique sur la logistique douanière d'importation de tissus entre la France et le Brésil. C'était le genre de question qui mettrait à terre n'importe qui sans expérience réelle en la matière. Sophie sentit son estomac se glacer. Camille, cependant, répondit sans hésiter. Elle cita des réglementations, des délais, des tarifs, et mentionna même un accord commercial récent entre les deux pays qui facilitait exactement le type d'opération que Brodeur et Associés avaient l'intention de réaliser. Laval se pencha en arrière sur sa chaise et regarda Colette. « Cette femme en sait plus que notre équipe juridique à Paris », dit-il doucement. Colette acquiesça, écrivant frénétiquement dans son carnet. La réunion se déroulait de manière impeccable. Camille se sentait vivante d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si chaque neurone de son cerveau s'était éveillé d'un sommeil profond, comme si la personne qu'elle était vraiment avait finalement refait surface, après avoir été submergée dans le silence pendant tout ce temps. Jusqu'à ce que la porte de la salle s'ouvre sans avertissement et que Clémence Delaroche entre. L'air de la salle changea instantanément. Camille sentit tout son corps se raidir. Sophie pâlit. Même Laval et Colette cessèrent de parler, réalisant que quelque chose d'inattendu s'était produit. Clémence entra avec cette assurance de celle qui n'a jamais besoin de demander la permission. Derrière elle venait Antoine, avec la même expression que d'habitude, présent de corps, absent de tout le reste. « Sophie, ma chérie », dit Clémence en français, ignorant complètement la présence des Français et de Camille. « Je sais que la boutique est fermée, mais j'ai besoin d'échanger ce manteau que j'ai acheté. Le tissu me donne une allergie. » Sophie bégaya. « Madame Delaroche, nous sommes en pleine réunion très importante. » Importante? Clémence regarda autour d'elle avec dédain. « Plus important que moi, je suis la plus grande cliente de cette boutique. Ça peut attendre 5 minutes. » C'est alors que les yeux de Clémence rencontrèrent ceux de Camille, puis ceux de Laval et Colette. Elle reconnut immédiatement qu'ils étaient étrangers et, comme à son habitude, décida d'impressionner. « Oh, pardon », dit-elle en français, se tournant vers Laval avec un sourire charmant. « Je ne savais pas qu'il y avait des invités si distingués. Je suis Clémence Delaroche, une cliente très importante de cette boutique. » Laval acquiesça poliment, mais ne sembla pas impressionné. Clémence, cependant, ne le remarqua pas. Elle ne le remarquait jamais. Elle se tourna vers Camille et, avec ce ton de supériorité qu'elle utilisait comme une arme, dit en français devant tout le monde « Ah, la petite vendeuse est toujours là. Je pensais qu'on vous aurait déjà remplacé par quelqu'un de plus présentable. » Clémence rit de sa propre remarque. Antoine détourna le regard. Sophie, qui ne comprenait pas le français, réalisa au ton que ce n'était rien de bon, et c'est alors que se produisit le moment qui allait tout changer. Camille se leva lentement de sa chaise, avec un calme qui n'était pas de la soumission, mais du pouvoir. Elle regarda Clémence droit dans les yeux, non pas avec colère, non pas avec mépris, mais avec la sérénité de celle qui sait exactement qui elle est, et répondit en français. Parfait, impeccable, avec une fluidité qui fit perdre le sourire à Clémence avant même qu'elle ne comprenne les mots. « Madame Delaroche, permettez-moi de me présenter formellement. Je suis Camille Dubois, et c'est moi qui mène cette réunion aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut le plus lourd que cette boutique ait jamais ressenti, plus lourd que le jour de l'humiliation, plus lourd que l'étreinte de Madame Denise, plus lourd que n'importe quel mot qui avait été dit entre ces murs. Clémence resta, paralysée, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés, le sourire complètement disparu. Pour la première fois depuis que Camille la connaissait,
L'épouse du millionnaire n'avait rien à dire. Colette Moreau cessa d'écrire et regarda Clémence avec une expression glaciale. Laval se leva, ajusta son veston et s'adressa à Camille avec un respect qui était presque de la révérence. « Madame Dubois, c'est un plaisir de retrouver quelqu'un de la maison Brodeur. Votre réputation vous précède. » Camille lui serra la main fermement. « Le plaisir est mien, monsieur Laval, » répondit Camille. Clémence regarda de Camille à Laval, de Laval à Colette, et de Colette à Sophie, essayant de comprendre comment le monde avait été bouleversé sans demander la permission. La vendeuse qu'elle avait humiliée, celle qu'elle avait montrée du doigt en la qualifiant d'inadaptée, était là, menant une réunion internationale en français parfait, traitée avec plus de respect que Clémence n'en avait jamais reçu dans cette boutique. Antoine, pour la première fois, ne détourna pas le regard. Il resta immobile, observant Camille avec une expression que personne là-bas ne parvenait à déchiffrer. Ce n'était pas de la surprise, c'était autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme s'il voyait quelque chose qu'il savait déjà, mais qu'il avait choisi d'ignorer. « Sophie », dit Clémence en français, la voix maintenant fine et tremblante, dépouillée de toute l'arrogance qu'elle portait habituellement. « Je reviendrai un autre jour pour échanger le manteau. » Elle quitta la salle sans se retourner. Antoine resta immobile pendant 2 secondes de plus, regardant Camille. Puis il suivit son épouse en silence. Quand la porte se referma, Sophie relâcha l'air qu'elle retenait depuis l'entrée de Clémence. Chloé, qui espionnait depuis le couloir, avait la main sur la bouche. Manon avait les yeux pleins de larmes, sans savoir pourquoi. Laval se tourna vers Camille et dit avec un sourire sincère « Maintenant, je comprends pourquoi cette boutique a été choisie. » La réunion fut reprise et conclue par une poignée de mains qui scellait le partenariat. Brodeur et associés avaient choisi la maison Beaumont et tous savaient exactement grâce à qui. Ce soir-là, Camille rentra chez elle et trouva Madame Thérèse sur la véranda, arrosant les fleurs même dans l'obscurité. « Maman, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure ? » « J'attends ta rentrée, pardi. Ton père dort et j'avais besoin d'air frais. » Madame Thérèse regarda sa fille et fronça les sourcils. « Tu es différente aujourd'hui. »« Différente comment ? Je ne sais pas. Tu as l'air d'avoir grandi. On dirait que tu es revenue. » Camille s'assit à côté de sa mère et lui raconta tout. La réunion, les Français, l'entrée de Clémence, la réponse en français, la poignée de main de Laval. Madame Thérèse écouta tout en silence, les yeux brillants dans la pénombre. Quand Camille eut fini, sa mère ne dit rien pendant un long moment. Puis elle prit le visage de sa fille entre ses 2 mains et parla d'une voix étranglée. « J'ai toujours su que le tiroir s'ouvrirait à nouveau. J'attendais juste que tu réalises que la clé n'avait jamais quitté ta main. » Camille serra sa mère dans ses bras et pleura. Mais cette fois ce n'était pas de douleur, c'était de quelque chose qu'elle avait presque oublié. C'était de la fierté. Mais ce que Camille ne savait pas encore, c'est que cette journée n'était pas terminée, car pendant qu'elle serrait Madame Thérèse dans ses bras sur la véranda, son téléphone vibrait dans son sac, avec un message d'un numéro inconnu. Un message qui ne disait que 4 mots. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. » Et le numéro appartenait à Antoine Delaroche. Camille resta un long moment à fixer l'écran de son téléphone avant de pouvoir respirer. « Il faut qu'on parle. C'est urgent. » 4 mots venant du dernier numéro du Monde dont elle s'attendait à recevoir un message. Antoine Delaroche, l'homme qui ne disait jamais rien. L'homme qui regardait sa femme humilier les gens comme on regarde la pluie par la fenêtre, présent, mais jamais impliquée. Le premier instinct de Camille fut d'effacer le message et de faire comme si elle ne l'avait jamais reçu. Elle ne devait rien à cet homme, ne voulait rien de cette famille. Elle avait déjà prouvé ce qu'elle avait à prouver. Et la réunion réussie avec Brodeur et associés était toute la victoire dont elle avait besoin à ce moment-là. Mais quelque chose dans le mot « urgent » la dérangeait. Antoine ne parlait jamais, ne se positionnait jamais, ne bougeait jamais un muscle qui ne soit pas strictement nécessaire. Un homme comme ça n'utiliserait pas urgent à la légère. Elle ne répondit pas cette nuit-là. Elle rangea son téléphone, prit une douche, donna ses médicaments à son père et se coucha, mais ne dormit pas. Elle resta à fixer le plafond, repassant mentalement toutes les fois où elle avait croisé Antoine dans la boutique. Et plus elle pensait, plus elle réalisait quelque chose qu'elle avait ignoré. Aucune de ces fois, Antoine n'avait ri avec Clémence. Il détournait le regard, ajustait sa cravate, faisait semblant de s'intéresser à autre chose, mais il ne riait jamais. Son silence n'était-il pas de l'indifférence? Était-ce autre chose? Le lendemain matin, avant de partir au travail, Camille trouva son père Bernard réveillé plus tôt que d'habitude. Il était assis sur le lit avec difficulté, essayant d'atteindre un verre d'eau sur la table de chevet. Camille courut pour l'aider. « Papa, pourquoi n'as-tu pas appelé maman? »« Parce que ta mère en fait déjà trop pour moi, » répondit-il d'une voix faible, qui semblait chaque jour porter moins d'air. « Je voulais au moins pouvoir faire ça seul. » Camille tint le verre pendant qu'il buvait. Les mains de son père tremblaient tellement que l'eau s'échappait des coins de sa bouche. Cet homme qui avait construit des armoires, des tables et des portails de ses propres mains
ne pouvait plus tenir un verre. L'injustice de cela était si grande que Camille dut se mordre la lèvre pour ne pas pleurer là, sur le champ. « Ma fille, » dit Bernard après avoir bu, « j'ai entendu toi et ta mère discuter hier sur la véranda. Vous étiez réveillés ? Je me réveille chaque fois que j'entends ta voix. C'est le meilleur remède que je prends. » Il sourit, et même faible, ce sourire avait toujours la même lumière que lorsque Camille était enfant. « Tu as brillé hier, n'est-ce pas ? » « Ce n'était qu'une réunion, papa. Ce n'était pas qu'une réunion. C'était toi qui redevenais celle que tu as toujours été. Et ça me donne plus de joie que n'importe quel traitement. » Camille embrassa le front de son père et quitta la maison, portant ces mots comme une armure. Sur le chemin de la boutique, elle prit une décision, sortit son téléphone et répondit au message d'Antoine. « Je peux écouter ce que vous avez à dire, mais pas à la boutique et pas en présence de votre épouse. » La réponse arriva en quelques secondes, comme s'il l'avait attendu pendant des heures. « Il y a un café rue des Acacias aujourd'hui, après vos heures de travail. S'il vous plaît. » « S'il vous plaît ?» Antoine Delaroche disait « S'il vous plaît. » Le monde avait vraiment été bouleversé. La journée à la Maison Beaumont passa différemment. Sophie était euphorique avec la confirmation du partenariat. Madame Dubois-Lafont avait appelé le matin et pour la première fois dans l'histoire de la boutique avait fait un compliment à quelqu'un. Chloé et Manon s'efforçaient de paraître proches de Camille, comme si la proximité avec elle était maintenant un trophée. Monsieur Jean restait le même signe de tête, le même respect silencieux. Et cela, pour Camille, valait plus que tous les compliments réunis. À la fin de la journée, Camille se changea dans les toilettes de la boutique, rangea son badge dans son sac et se dirigea vers le café rue des Acacias. C'était un endroit discret, avec de petites tables et un éclairage tamisé. Le genre d'endroit où les gens vont quand ils veulent dire des choses qui ne tiennent pas dans des lieux bruyants. Antoine était déjà là, assis à une table au fond, avec une tasse non entamée devant lui et les mains croisées sur la table. Quand il vit Camille entrer, il se leva immédiatement, un geste d'éducation auquel elle ne s'attendait pas. « Merci d'être venu, » dit-il en lui tirant la chaise. Camille s'assit sans sourire. « Je vais être direct, monsieur Delaroche. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. » Antoine retourna à sa place et resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il organisait intérieurement quelque chose qui avait mis beaucoup de temps à prendre forme. « Je dois m'excuser, » commença-t-il d'une voix basse. « Pas pour Clémence. Elle est responsable de ses propres actes. Je dois m'excuser pour moi, pour mon silence. » Camille l'observa sans rien dire. Elle voulait écouter. Elle avait besoin d'écouter. « J'ai vu tout ce qu'elle vous a fait ce premier jour. Chaque mot en français, chaque rire, chaque geste. Et je n'ai rien fait. Je suis resté immobile. J'ai ajusté ma cravate. J'ai fait semblant que ce n'était pas à moi que ça s'adressait. » Il déglutit, parce que celui qui voit l'injustice et se tait choisi le camp de celui qui la pratique. La phrase resta suspendue dans l'air entre eux deux. Camille sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était la reconnaissance que cet homme essayait de faire quelque chose que peu de gens ont le courage de faire, admettre sa propre lâcheté. « Pourquoi maintenant ?» demanda Camille. « Qu'est-ce qui a changé ?» Antoine regarda sa tasse comme si la réponse était cachée à l'intérieur du café froid. « Hier, quand vous avez répondu à Clémence en français devant tout le monde, avec ce calme, cette dignité, j'ai eu honte. Pas de vous, de moi, de l'homme que j'étais devenu à ses côtés. » Il fit une longue pause. Camille ne l'interrompit pas. « Clémence n'a pas toujours été comme ça, » continua-t-il. « Quand nous nous sommes rencontrés, elle était différente, généreuse, humble, mais l'argent l'a changée. Ou peut-être que l'argent n'a fait que révéler qu'elle a toujours été à l'intérieur. Je ne sais plus. »« Et vous, monsieur ?» demanda Camille. « L'argent vous a-t-il changé aussi ?» Antoine leva les yeux. Il y avait quelque chose là que Camille n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de l'arrogance ni de la froideur. C'était de la tristesse. Une vieille tristesse, gardée sous des costumes chers et des silences calculés. « L'argent m'a rendu lâche, » dit-il. « Il m'a fait accepter des choses que je n'aurais jamais dû accepter, il m'a fait me taire quand j'aurais dû parler, et il m'a fait perdre le respect de la seule personne que je n'aurais jamais dû décevoir. » « Qui ?» Antoine respira profondément et sortit son téléphone de sa poche. Il ouvrit une photo et tourna l'écran vers Camille. C'était l'image d'une jeune femme au large sourire, les cheveux au vent, tenant un livre avec une expression de pur bonheur. « Ma fille, Juliette, elle ne vit plus avec moi. Elle a quitté la maison il y a longtemps parce qu'elle ne supportait plus de voir sa mère traiter les gens comme elle le fait. La dernière chose qu'elle m'a dite fut « Papa, ton silence est aussi cruel que ses paroles. » Camille regarda la photo, le sourire de cette jeune femme qui avait eu le courage de dire à son père ce qui devait être dit et ressentit pour la première fois quelque chose d'inattendu envers Antoine Delaroche. « De la compassion. Que voulez-vous de moi, Antoine ?» demanda-t-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois. Il rangea son téléphone et regarda Camille dans les yeux avec une vulnérabilité qui ne correspondait à rien de ce qu'elle savait de lui. « Rien. Je ne veux rien. J'avais juste besoin que vous sachiez que tout silence n'est pas un accord. Parfois c'est juste de la faiblesse.
et que j'ai l'intention de changer cela. » Camille resta silencieuse un instant, puis se leva, prit son sac et dit quelque chose qu'Antoine n'attendait pas. S'excuser est un bon début, mais les mots dans un café ne réparent rien. Si vous voulez vraiment changer, vous devrez le prouver par des actions. Et pas pour moi, mais pour votre fille. Elle quitta le café sans se retourner. L'air du soir était frais et le ciel était plein d'étoiles. Tandis qu'elle marchait vers l'arrêt de bus, Camille pensa à Juliette, à la jeune femme qui avait défié son propre père pour défendre ce en quoi elle croyait, et elle pensa à son père Bernard, qui même sans force, trouvait encore le moyen de lui insuffler du courage chaque matin. 2 pères, 2 filles, 2 chemins complètement différents. Quand elle rentra chez elle, Madame Thérèse dormait déjà. Camille alla dans la chambre de son père et le trouva éveillé, comme s'il l'attendait. « Tu es rentrée tard aujourd'hui, ma fille. J'ai eu une conversation importante, papa. Avec qui? Avec quelqu'un qui essaye de redevenir ce qu'il était. » Bernard sourit. « C'est la chose la plus difficile du monde, mais c'est aussi la plus belle. » Camille serra la main de son père et resta là jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et pendant qu'elle écoutait sa respiration faible dans le silence de la chambre, une certitude grandissait en elle. L'histoire avec les Delaroche était loin d'être terminée. Car ce qu'Antoine n'avait pas raconté lors de cette conversation au café, ce qu'il gardait pour un moment qui n'était pas encore venu, était quelque chose qui reliait le passé de Camille au présent de Clémence, d'une manière que personne ne pouvait imaginer. Et quand cette vérité éclaterait, plus rien ne serait comme avant pour aucun d'eux. Les jours qui suivirent la conversation au café passèrent avec un calme étrange, de ceux qui précèdent des tempêtes auxquelles personne n'est préparé. À la maison Beaumont, tout semblait bien aller pour la première fois depuis longtemps. Le partenariat avec Brodeur et Associés avait été officialisé, et la boutique commençait à recevoir les premières livraisons de pièces exclusives venant directement de France. Sophie était souriante. Madame Dubois-Lafont avait cessé d'appeler avec des menaces, et même Chloé et Manon semblaient avoir trouvé une version moins désagréable d'elle-même, bien que Camille sût que cela ne durerait que tant qu'elle leur serait utile. Le rôle de Camille au sein de la boutique avait complètement changé. Elle n'était plus la vendeuse qui organisait les étagères. Elle était maintenant responsable de la communication directe avec Brodeur, traduisant des emails, révisant des contrats, participant à des vidéoconférences avec l'équipe de Paris. Sophie avait réussi à faire approuver par Madame Dubois-Lafont une augmentation significative de son salaire. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille put acheter le traitement de son père sans avoir à choisir entre le remède et la facture d'électricité. Un de ces après-midi, alors qu'elle révisait un contrat dans l'arrière-boutique, son téléphone sonna. C'était un numéro international. « Camille », répondit le cœur battant. « Camille Dubois ». La voix de l'autre côté était masculine, grave, avec un fort accent français. « C'est moi, Philippe Ménard, directeur des partenariats internationaux de Brodeur et Associés. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez. » Camille faillit laisser tomber le téléphone. Philippe Ménard, l'homme qui avait personnellement supervisé 3 des plus grands contrats qu'elle avait traduits avant de tout quitter pour s'occuper de son père. Le même nom qui figurait sur l'invitation encadrée qui reposait dans le tiroir de sa commode. « Bien sûr que je me souviens, monsieur Ménard. Étienne Laval m'a parlé de la réunion. Il m'a dit que c'était la meilleure présentation qu'il ait vue de toute sa carrière. Et quand j'ai découvert que c'était vous, j'ai dû appeler personnellement. » Camille sentit ses yeux picoter. « Merci, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi de l'entendre. Camille, je vais être direct. Brodeur se développe en Amérique latine. Nous sommes en train de constituer une équipe qui coordonnera les partenariats sur tout le continent et je vous veux dans cette équipe en tant que directrice des relations institutionnelles. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes. Mais pour Camille, il sembla une éternité. Directrice, pas vendeuse, pas traductrice indépendante, pas employée invisible. Directrice de l'une des plus grandes entreprises de mode du monde. « Monsieur Ménard, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire pour l'instant. Je vous enverrai la proposition formelle par email. Lisez-la attentivement, parlez-en à votre famille et donnez-moi une réponse dans quelques semaines. Mais sachez que ce poste a été créé en pensant à quelqu'un avec exactement votre profil. En fait, il a été créé en pensant à vous. » Lorsque l'appel fut terminé, Camille resta assise sur sa chaise pendant un long moment, incapable de bouger. Le monde qui s'était effondré des années auparavant se reconstruisait sous ses yeux, brique par brique, à partir des mêmes mains qui avaient organisé des étagères et emballé des sacs. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva une scène qui lui fit arrêter le cœur. La porte était ouverte, les lumières du salon allumées, et Madame Thérèse était assise sur le canapé, le visage caché dans ses mains, les épaules tremblantes. « Maman !» Camille lâcha tout et courut vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« C'est papa. » Madame Thérèse leva le visage. Il était baigné de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui brillait. « Ton père est dans la chambre. Il va bien ?»
Mais quelque chose est arrivé par la poste aujourd'hui. Madame Thérèse tendit une enveloppe à Camille, les mains tremblantes. De la mutuelle. Camille ouvrit l'enveloppe le cœur serré, lut la première ligne, lut la seconde, et à la troisième ses jambes fléchirent et elle dut s'asseoir. Le procès qu'ils avaient intenté des années auparavant contre la mutuelle pour refus de couverture avait été jugé et ils avaient gagné. La mutuelle était obligée de couvrir intégralement le traitement de son père Bernard, y compris tous les médicaments importés, avec effet rétroactif. Cela signifiait non seulement le traitement garanti à partir de ce moment, mais aussi le remboursement de tout ce qu'elle avait dépensé de sa poche pendant toutes ces années de lutte. Camille ne put retenir ses larmes. Elles vinrent avec une force qu'elle ne savait plus exister en elle. Elle pleura, serrant sa mère sur le canapé, les deux se balançant ensemble comme un petit bateau dans une mer agitée. Elle pleura pour chaque nuit où elle avait dormi inquiète, pour chaque choix entre remède et nourriture, pour chaque humiliation qu'elle avait avalée pour garder l'emploi qui payait le traitement. « Maman, c'est fini !» murmura-t-elle entre deux sanglots. « Cette partie est finie. »« Non, ma fille, » dit Madame Thérèse, lui tenant le visage. « Ça ne fait que commencer. Maintenant, pour de bon. » Camille alla dans la chambre de son père pour lui annoncer la nouvelle. Bernard l'écouta en silence, les yeux fixés sur les siens, et quand elle eut fini de parler, quelque chose se produisit que Camille n'avait pas vu depuis longtemps. Son père pleura, non pas de douleur, non pas de faiblesse, mais de ce genre de pleurs qui survient lorsqu'un poids immense est enfin retiré des épaules. « Je priais tous les jours, » dit-il d'une voix étranglée. « Tous les jours, je demandais à ne plus être un fardeau pour vous. Vous n'avez jamais été un fardeau, papa. Jamais. Vous êtes la raison de tout. » Les trois restèrent ensemble cette nuit-là dans la petite chambre, la télévision éteinte et le silence rempli de gratitude. Madame Thérèse prépara du thé. Camille lut à voix haute l'une des chroniques que son père avait toujours aimées. Et pendant quelques heures, cette humble maison dans un quartier éloigné du centre fut l'endroit le plus riche du monde. Le lendemain matin, Camille arriva à la boutique avec une énergie différente. Sophie le remarqua immédiatement. « Il s'est passé quelque chose de bien ?»« Beaucoup de bonnes choses, Sophie, mais on en reparle plus tard. Je dois régler quelques affaires d'abord. » La matinée se déroula tranquillement, jusqu'à ce qu'en milieu de journée, la porte de la boutique s'ouvre et quelqu'un que Camille ne s'attendait pas à voir là, bas entre. Antoine Delaroche, seul, sans Clémence. Sophie se raidit derrière le comptoir. Chloé cessa de plier des foulards. Même Monsieur Jean se redressa à la porte. La présence d'un Delaroche sans l'autre était quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Antoine marcha droit vers Camille, ignorant les regards de tous autour de lui. Son expression était sérieuse, mais il y avait quelque chose de différent en elle, une détermination qui n'existait pas auparavant. « Camille, je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû dire à ce café, mais je n'ai pas eu le courage. » Camille l'observa avec prudence. « Qu'est-ce que c'est ?» Antoine regarda autour de lui, vit les yeux curieux de tous les employés et baissa la voix. « Non, ici. Ça peut être dans la salle de réunion. C'est 5 minutes, c'est important. » Camille regarda Sophie, qui acquiesça, et conduisit Antoine jusqu'à la salle où, des semaines auparavant, elle avait conclu le partenariat avec les Français. Elle ferma la porte et croisa les bras. « J'écoute. » Antoine resta debout, comme si s'asseoir était trop facile pour ce qu'il devait dire. « Camille, Clémence prépare quelque chose contre vous. L'air de la pièce devint dense. Comment ça? Elle ne s'est jamais remise de ce qui s'est passé à la réunion. L'humiliation qu'elle a ressentie lorsque vous avez répondu en français devant les représentants de Brodeur. Pour elle, c'était impardonnable. Et Clémence n'est pas le genre de personne à accepter d'être humiliée sans riposter. Je ne l'ai pas humiliée. J'ai juste répondu. Je sais. Mais pour elle, c'est la même chose. Et elle a découvert quelque chose sur vous, Camille. Quelque chose de votre passé. » Le cœur de Camille s'emballa. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Antoine respira profondément et la regarda dans les yeux avec une gravité qui fit chuter la température de la pièce. Elle a découvert la vraie raison pour laquelle vous avez quitté l'université. Et ce n'était pas la version que vous avez racontée. Clémence a des documents et elle compte les utiliser pour détruire votre crédibilité devant Brodeur et associés et mettre fin au partenariat. Le sol disparut sous les pieds de Camille, car ce qu'Antoine ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que l'histoire de l'université était beaucoup plus complexe que quiconque l'imaginait. Et la personne qui avait orchestré le départ de Camille de l'université de la Sorbonne Nouvelle, la personne qui était derrière le système de corruption qu'elle avait tenté de dénoncer des années auparavant, avait un lien direct avec Clémence Delaroche. Un lien qui, une fois révélé, ne détruirait pas seulement la crédibilité de Camille, mais le monde entier de Clémence. Camille passa toute la nuit sans dormir. Les mots d'Antoine tournaient dans sa tête comme un disque que quelqu'un avait oublié d'arrêter. Clémence avait des documents. Clémence préparait une attaque. Clémence voulait détruire tout ce que Camille avait reconstruit avec tant de sacrifices. Et pire encore,
Elle utilisait précisément son passé universitaire comme arme. Ce que personne ne savait, ce que Camille avait gardé en silence pendant toutes ces années, c'est que son départ de l'université de la Sorbonne Nouvelle n'avait pas été une simple démission, mais une embuscade, un complot monté pour la faire taire après qu'elle eut découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Des années auparavant, alors qu'elle enseignait encore à l'université, Camille avait été chargée de traduire un ensemble de documents internes entre le département de lettres et une fondation étrangère qui finançait des bourses d'études. C'était un travail de routine, ou du moins cela aurait dû l'être. Mais en traduisant les contrats, Camille avait remarqué de graves incohérences, des montants qui ne correspondaient pas, des noms d'étudiants qui n'existaient pas dans les registres académiques, des bourses versées à des étudiants fantômes et tout l'argent détourné passait par un seul compte lié à une fondation appelée Institut de Lumière, enregistrée en France. Camille avait dénoncé, apporté les documents au recteur. Elle avait cru que l'institution ferait ce qu'il fallait, mais le recteur, au lieu d'enquêter, fit le contraire. Il fabriqua des preuves que Camille avait falsifié des rapports, altéré des traductions et causé un préjudice financier à l'université. En quelques semaines, elle fut licenciée pour faute grave. Elle vit son nom entaché dans le milieu académique et perdit toute la crédibilité qu'elle avait bâtie en des années de travail honnête. Elle n'avait jamais réussi à prouver la vérité, car les documents originaux avaient disparu et sans preuve. Sa parole n'était que cela, une parole contre une institution entière. Ce que Camille ne savait pas à l'époque, et ne commença à comprendre que cette nuit sans sommeil, c'était qui était derrière l'Institut Lumière, qui était la personne qui contrôlait la fondation qui recevait l'argent détourné. Et la réponse lui glaça le sang. Le lendemain matin, Camille ne se rendit pas directement à la boutique, elle prit le bus jusqu'au centre-ville et entra au greffe du tribunal de commerce. Elle devait confirmer une suspicion qui, si elle était juste, changerait absolument tout. Elle demanda un extrait Kébis de l'Institut Lumière. Elle attendit 20 minutes qui lui semblèrent 20 heures, et quand l'employé du greffe lui remit le document, Camille lut le nom enregistré comme associée fondatrice et sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Clémence Delaroche, la femme qui l'avait humiliée à la boutique, la femme qui l'avait montré du doigt en riant en français, la femme qui, à ce moment précis, prévoyait de la détruire, était la même personne qui, des années auparavant, avait profité du système qui avait anéanti sa carrière. Camille sortit du greffe, les jambes tremblantes et le document dans son sac. Elle s'assit sur un banc de parc et resta là, fixant le papier, essayant de digérer l'ampleur de cette découverte. Toute la vie qu'elle avait perdue, sa carrière, ses contrats, l'invitation de l'ambassade, les années d'humiliation en tant que vendeuse, tout cela portait la marque de Clémence Delaroche, même indirectement. Son téléphone sonna. C'était Sophie. « Camille, où es-tu ? Madame Dubois-Lafont vient en personne à la boutique, et Madame Delaroche a également pris rendez-vous pour aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait une affaire urgente à traiter avec la propriétaire de la boutique. » Le plan de Clémence avait commencé. Camille respira profondément, rangea le document du greffe dans son sac et prit le prochain bus pour la boutique. Si Clémence voulait la guerre, elle l'aurait, mais pas à ses conditions, aux conditions de Camille. Quand elle arriva à la maison Beaumont, le décor était déjà planté. Madame Dubois-Lafont était là pour la première fois, une femme d'âge mûr, à la posture rigide et au regard calculateur, assise dans la salle de réunion comme s'il s'agissait d'un tribunal. Sophie était à ses côtés, pâle. Chloé et Manon observaient depuis le couloir avec des expressions de peur. Monsieur Jean à la porte regarda Camille avec un signe de tête qui disait « Sans mots, je suis là ». Quelques minutes plus tard, Clémence entra, mais elle n'était pas seule. À ses côtés venait un homme que Camille ne connaissait pas, portant une épaisse mallette de documents. Et derrière eux, à la surprise générale, entra Antoine, avec une expression que Camille n'avait jamais vue chez lui, la détermination. Madame Dubois-Lafont commença Clémence sans saluer personne. « Merci de me recevoir. J'ai quelque chose que vous devez voir avant de poursuivre ce partenariat avec les Français. » Madame Dubois-Lafont croisa les bras. « J'écoute. » Clémence fit un geste à l'homme à ses côtés, qui ouvrit la mallette et étala des documents sur la table. « Voici Camille Dubois, votre employée star. Ou du moins, c'est ce qu'elle veut que tout le monde croie. Mais ce que personne ici ne sait, c'est qu'elle a été licenciée pour faute grave de l'université de la Sorbonne Nouvelle pour falsification de documents et détournement de fonds académiques. Tout est là. Des registres officiels. » Le silence dans la pièce fut brutal. Sophie écarquilla les yeux. Madame Dubois-Lafont se pencha en avant, examinant les papiers. Camille sentit tous les regards converger vers elle, comme des projecteurs sur une scène qu'elle n'avait pas choisi de monter. « Cette femme est une fraude », continua Clémence, la voix chargée de satisfaction. « Et si Brodeur et associés découvrent que la personne qui a négocié le partenariat a un tel passé, vous perdez le contrat et vous perdez la boutique. Je vous rends service. »
Madame Dubois-Lafont regarda Camille. Est-ce vrai? L'instant qui suivit ne dura que quelques secondes, mais à l'intérieur de Camille, il dura toute une vie. Toutes les humiliations, toutes les nuits blanches, tous les sacrifices, tout le silence, tout avait mené à cet instant. Et elle savait, avec une clarté qui faisait presque mal, qu'elle ne pouvait plus se taire. Madame Dubois-Lafont, commença Camille d'une voix ferme. J'ai été licenciée de l'université de la Sorbonne Nouvelle, c'est vrai. Mais le motif est exactement l'opposé de ce que Madame Delaroche est en train de dire. Clémence rit. Bien sûr qu'elle va nier. C'est ce que les gens comme ça font. Je ne vais rien nier, continua Camille en ouvrant son propre sac. Je vais le prouver. Elle sortit le document du greffe et le posa sur la table à côté des papiers de Clémence. J'ai été licenciée parce que j'ai dénoncé un système de détournement de fonds à l'université, des bourses versées à des étudiants fantômes, de l'argent détourné vers une fondation enregistrée en France, appelée Institut Lumière. Clémence perdit son sourire. Et savez-vous qui est l'associée fondatrice de l'Institut Lumière, Madame Dubois-Lafont? Tout est dans ce document enregistré au greffe, avec signature authentifiée. Madame Dubois-Lafont prit le papier, le lut et leva les yeux vers Clémence, avec une expression qui fit chuter la température de la pièce. Clémence Delaroche, Madame Dubois-Lafont lut à voix haute. C'est vous, madame. Le silence qui suivit n'était pas seulement du silence. C'était le son d'un monde qui s'écroulait. Clémence resta paralysée. La bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. L'homme à ses côtés recula d'un pas, comme s'il ne voulait pas être associé à ce qui se passait. « J'ai été détruite pour protéger ce système », dit Camille, regardant maintenant Clémence droit dans les yeux. « J'ai perdu ma carrière, ma réputation, ma stabilité. Je suis devenue vendeuse pour pouvoir payer le traitement de mon père. Et pendant tout ce temps, la femme qui a profité de ce détournement est venue dans cette boutique m'humilier en français, pensant que j'étais moins que rien. » Clémence tenta de réagir. « C'est ridicule. Ces documents pourraient être falsifiés. Je n'ai jamais. Vous avez enregistré la fondation avec votre nom complet et votre numéro de sécurité sociale, » interrompit Camille avec le calme de celle qui sait que la vérité n'a pas besoin de crier. C'est dans un registre public. N'importe qui peut vérifier. C'est alors qu'Antoine fit un pas en avant et ce qu'il dit fit même Madame Dubois-Lafont écarquiller les yeux. « C'est vrai, Clémence. Je sais que c'est vrai parce que j'ai vu les relevés bancaires. J'ai vu l'argent entrer sur le compte de la fondation pendant des années. Je me suis tue parce que j'étais lâche, parce que j'avais peur de perdre mon confort. Mais plus maintenant. » Clémence se tourna vers son mari avec une expression de pur choc. « Antoine, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je choisis le bon camp. » Toute la pièce retint son souffle. Sophie porta la main à sa bouche. Chloé, qui assistait depuis le couloir, avait les yeux pleins de larmes. Manon s'appuya contre le mur car ses jambes ne la soutenaient plus. Monsieur Jean ferma les yeux et baissa la tête comme quelqu'un qui est témoin de quelque chose qui restaure sa foi en l'humanité. Madame Dubois-Lafont se leva, regarda les documents de Clémence, puis le document de Camille, puis regarda Clémence avec une froideur qui tranchait comme du verre. « Madame Delaroche, vous êtes cliente de cette boutique depuis des années, vous avez dépensé beaucoup d'argent ici, mais je n'ai pas bâti la maison Beaumont avec de l'argent sale. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la bienvenue dans cet établissement. » Clémence pâlit. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre plus grande cliente. Vous l'étiez, et vous êtes venu dans ma boutique en essayant de détruire la meilleure professionnelle que j'ai jamais eue pour protéger un système criminel. Ce n'est pas quelque chose que je tolère. » Madame Dubois-Lafont se tourna vers Camille et fit quelque chose que personne n'attendait. Elle lui tendit la main. « Camille, je vous dois des excuses pour la menace que j'ai faite par l'intermédiaire de Sophie, pour avoir tardé à reconnaître votre valeur et pour avoir permis que quelqu'un comme Madame Delaroche ait un quelconque pouvoir sur l'avenir de l'une de mes employées. » Camille serra la main de Madame Dubois-Lafont, fermement, sans trembler. « Merci, Madame Dubois-Lafont. » Clémence regarda autour d'elle, cherchant un allié, une issue, une brèche. Elle ne trouva rien. L'homme qu'elle avait amené s'était déjà dirigé vers la porte. Antoine restait immobile, debout, du côté opposé à son épouse. « Antoine, » dit Clémence, la voix maintenant fine comme du papier. « Allons-nous-en. » Antoine ne bougea pas. « Va-t'en, Clémence. Je reste. » Ce furent les dernières paroles qu'il lui adressa dans cette pièce. Clémence quitta la maison Beaumont seule, sans sac, sans accompagnateur, sans le sourire qu'elle utilisait habituellement comme bouclier. La porte vitrée se referma derrière elle, et personne ne bougea pour l'ouvrir. Lorsque le son des pas de Clémence disparut, le silence dans la boutique se transforma en quelque chose de différent. Ce n'était ni de la gêne, ni de la tension, c'était du soulagement, c'était la justice, c'était le son d'une histoire qui avait enfin trouvé son équilibre. Sophie s'approcha de Camille et, sans rien dire, la serra dans ses bras. Chloé arriva juste derrière, les yeux rouges. « Pardonne-moi », fut tout ce qu'elle put dire. Manon fit un signe de loin.
sans pouvoir parler. Monsieur Jean, à la porte, fit le même signe que d'habitude, mais cette fois avec des yeux brillants d'une manière que Camille n'avait jamais vue. Antoine s'approcha en dernier. « Je vais chercher Juliette, » dit-il. « Je vais tout lui raconter, et je vais essayer de mériter son pardon. » Camille le regarda, et pour la première fois, sentit que cet homme disait la vérité sans rien cacher derrière le silence. « Bonne chance, Antoine. Merci, Camille, pour tout. » Ce soir-là, Camille rentra chez elle, la poitrine plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Mais avant d'entrer, elle s'arrêta sur la véranda et regarda le ciel. Les mêmes étoiles qu'avant, la même maison simple, la même vie humble, mais tout semblait différent parce qu'elle était différente. Et dans son sac, à côté du document du greffe et des clés de la maison, se trouvait l'email de Philippe Ménard avec la proposition de Brodeur et Associés, une proposition à laquelle elle n'avait pas encore répondu, car la décision la plus importante de la vie de Camille Dubois était encore à venir et elle devait écouter une dernière personne avant de la prendre. Camille se réveilla avant le lever du soleil. Elle resta allongée dans l'obscurité, écoutant les sons de la maison, le tic-tac de l'horloge du salon, le ronflement doux de Madame Thérèse dans la chambre d'à côté, la respiration paisible de son père Bernard, qui ces derniers jours semblait un peu plus forte, un peu plus présente, comme si son corps avait réalisé que la lutte de la famille portait enfin ses fruits et avait décidé de collaborer. Le traitement couvert par la mutuelle avait commencé à faire une différence. Bernard était encore faible, avait encore besoin d'aide pour presque tout, mais il avait retrouvé quelque chose que les médecins appelaient une réponse positive et que Madame Thérèse appelait une têtue volonté de vivre. Il s'était remis à s'asseoir seul sur le lit, avait recommencé à raconter de mauvaises blagues au petit déjeuner et avait recommencé à tenir son verre d'eau de ses propres mains, même s'il tremblait encore. De petites victoires, avait dit le médecin. Pour Camille, elles étaient immenses. Elle se leva, prit une douche et alla à la cuisine. Elle prépara le café comme son père l'aimait, fort, avec peu de sucre, et le porta dans sa chambre. Bernard était déjà réveillé, regardant par la fenêtre avec cet air de celui qui converse avec le jour avant qu'il ne commence. « Je vous ai apporté votre café, papa. Asseyez-vous ici avec moi, ma fille. Je dois vous dire quelque chose. » Camille s'assit sur le bord du lit. Son père prit le café avec précaution, but une longue gorgée, et la regarda avec ses yeux qui portaient des décennies de sagesse, construite avec de la sueur et de l'honnêteté. « Ta mère m'a parlé de la proposition des Français, cette grande entreprise. » Camille soupira. « J'allais vous le dire, papa. J'attendais juste le bon moment. Et quand serait le bon moment? Quand je ne serai plus là pour donner mon avis? Ne dites pas ça, papa. » Bernard sourit. « Je plaisante. J'ai encore beaucoup de bois acier dans cette vie. » Il fit une pause, posa le café sur la petite table et tint la main de sa fille. « Camille, je vais vous demander quelque chose, et je veux que vous répondiez avec le cœur, pas avec la culpabilité. D'accord? D'accord? Vous avez tout laissé derrière vous à cause de moi, votre carrière, vos rêves, votre vie à Rome, et je ne vous ai jamais demandé cela. Vous avez choisi, et je suis reconnaissant pour chaque seconde. Mais maintenant, la vie vous rend ce qu'elle vous a pris, et je dois savoir. Voulez-vous accepter cette proposition? » Camille sentit ses yeux picoter. « Papa, je ne peux pas vous laisser, vous et maman, seuls. Qui a dit que vous nous laisseriez? On ne disparaît pas quand tu sors par la porte, ma fille. On reste ici à t'encourager, à prier, à attendre que tu appelles en fin de journée pour raconter comment ça s'est passé. » Il lui serra la main avec une force qui les surprit tous les deux. « Je n'ai pas élevé une fille pour qu'elle reste immobile. Je l'ai élevée pour qu'elle vole. Et si vous dites non à cette proposition à cause de moi, ce sera la plus grande tristesse que vous puissiez me donner. » Camille ne put se retenir. Les larmes vinrent silencieuses, coulant sur son visage, tombant sur leurs mains entrelacées. Elle pleura parce qu'elle savait que son père avait raison. Elle pleura parce qu'elle aimait cet homme plus que n'importe quel mot dans n'importe quelle langue ne pourrait l'exprimer. Et elle pleura parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait la permission de vouloir quelque chose pour elle-même. « Merci, papa. Ne me remercie pas. Promets-moi une chose. »« Quoi? Que tu ne verrouilleras plus jamais ce tiroir. » Camille rit entre ses larmes. « Je promets. » Madame Thérèse apparut à la porte de la chambre, les yeux rouges. Elle avait tout écouté depuis le couloir, comme elle le faisait toujours, comme elle l'avait fait toute sa vie. Présente sans envahir, forte sans se montrer. « Si vous deux arrêtez de me faire pleurer de bon matin, je vous remercie, » dit-elle, en s'essuyant le visage avec son tablier. « Le café va refroidir. » Les trois rirent ensemble, et ce rire dans cette petite chambre fut le plus beau son que cette maison ait jamais entendu. Camille s'assit sur le lit entre eux deux. Madame Thérèse apporta sa tasse de la cuisine et resta là, appuyée contre le chambranle de la porte, buvant son café avec sa famille. Personne ne parla pendant quelques minutes. Ce n'était pas nécessaire. Le silence entre des personnes qui s'aiment vraiment n'est jamais vide. Il est plein de tout ce qui a déjà été dit
et de tout ce qui n'a jamais eu besoin de l'être. « Savez-vous ce que je veux le plus voir » dit soudain Bernard, rompant le silence d'une voix douce. « Je veux vous voir traduire un livre à nouveau. Vous vous souvenez quand vous rapportiez ces manuscrits à la maison et que vous les lisiez à voix haute en français? Je ne comprenais pas un mot, mais c'était la plus belle chose du monde. Vous dormiez sur le canapé, papa? Pas du tout. Je fermais les yeux pour mieux écouter. Madame Thérèse rit, Camille rit, et Bernard rit de cette façon qu'il était le seul à avoir, avec tout son corps, même faible, même tremblant, comme si la joie était trop grande pour ne tenir que sur son visage. Des semaines plus tard, la maison Beaumont vivait une transformation silencieuse. Le partenariat avec Brodeur et Associés avait élevé la boutique à un niveau que Madame Dubois-Lafont n'aurait jamais imaginé atteindre. De nouveaux clients apparaissaient chaque jour, attirés par les pièces exclusives et par le nom qui portait désormais le sceau de l'un des plus grands cabinets de conseil en mode d'Europe. Madame Dubois-Lafont, qui auparavant commandait tout par téléphone, se rendait maintenant régulièrement à la boutique. Il y avait quelque chose de différent chez elle depuis le jour de la confrontation avec Clémence. Moins de dureté, plus d'attention, comme si le fait d'avoir vu de près ce qui avait failli arriver, faillir perdre la meilleure professionnelle qu'elle ait jamais eue à cause de l'arrogance d'une cliente, lui avait appris quelque chose qu'aucun bilan financier ne pourrait enseigner. Lors d'une de ses visites, elle appela Camille dans la salle de réunion, ferma la porte et, à la surprise de Camille, sourit. « Asseyez-vous Camille, j'ai quelque chose à vous remettre. » Elle ouvrit une mallette et en sortit un document. C'était un contrat de société. Madame Dubois-Lafont offrait à Camille une participation minoritaire dans la maison Beaumont. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit Camille, sincèrement choquée. « Je sais que je n'ai pas besoin, mais je le veux. Cette boutique a survécu grâce à vous et je suis assez vieille pour reconnaître quand quelqu'un mérite d'être à la table et non derrière le comptoir. » Camille regarda le contrat pendant un long moment. « Madame Dubois-Lafont, je dois être honnête avec vous. J'ai reçu une proposition de Brodeur et Associés pour être directrice des relations institutionnelles. » Madame Dubois-Lafont ne parut pas surprise. « Je sais. Philippe m'a appelé pour des références. Et savez-vous ce que j'ai dit? Quoi? Que si j'étais lui, j'aurais fait cette proposition le premier jour. » Madame Dubois-Lafont se pencha en arrière sur sa chaise. « Camille, je ne vais pas vous retenir ici, mais je veux que vous sachiez que cette participation est la vôtre. Indépendamment de votre décision, vous pouvez accepter Brodeur et rester associé ici. Les deux choses ne s'excluent pas. » Camille sentit sa poitrine se remplir d'une gratitude qui ne tenait pas dans les mots. « Merci, Madame Dubois-Lafont. »« Vraiment? Non, Camille. Merci à vous, et pardon pour chaque jour où j'ai fait partie du problème sans m'en rendre compte. » Les deux restèrent silencieuses un instant. Puis, Madame Dubois-Lafont fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avec aucun employé de toute l'histoire de la boutique. Elle se leva, contourna la table et serra Camille dans ses bras. Une étreinte courte, ferme, maladroite, l'étreinte de celle qui n'en a pas l'habitude, mais qui, à ce moment-là, devait dire avec son corps ce que les mots ne pouvaient exprimer. La même semaine, Sophie organisa un petit événement dans la boutique pour célébrer le partenariat avec Brodeur. Rien d'extravagant, des fleurs, du champagne sans alcool, de la musique douce, mais pour les employés de la maison Beaumont, c'était bien plus qu'une célébration commerciale. C'était la reconnaissance que la boutique avait survécu et que tous savaient exactement qui en était responsable. Camille arriva à l'événement et trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas. À la porte, à côté de Monsieur Jean, se tenait Madame Denise, avec un immense sourire et une jeune femme à ses côtés qui ne pouvait être qu'une personne. « Léa ?» demanda Camille, sentant son cœur s'accélérer. Madame Denise ouvrit les bras. « Ma petite fille a voulu rencontrer la jeune femme qui a fait pleurer sa grand-mère de bonheur dans une boutique de vêtements de luxe. » Léa s'approcha. C'était une jeune femme au sourire franc et aux yeux intelligents, vêtue de la robe que sa grand-mère avait achetée avec l'argent économisé des marchés et des coutures. La robe lui allait parfaitement, comme si elle avait été cousue sur mesure pour ce moment. « Vous avez changé la vie de ma grand-mère ce jour-là, » dit Léa d'une voix étranglée. « Et vous avez changé la mienne aussi, car quand j'ai porté cette robe à la remise des diplômes, je ne portais pas seulement un beau tissu, je portais l'amour de ma grand-mère et la certitude qu'il existe encore de bonnes personnes dans le monde. Je vous dois cela. » Camille serra les deux femmes dans ses bras, là, à la porte de la boutique, devant tout le monde, sans se soucier de qui voyait ou de ce qu'il pensait. Madame Denise pleurait, Léa pleurait et Camille aussi, car cette étreinte était la preuve vivante que les choses qui comptent vraiment ne coûtent pas des millions d'euros, elles coûtent de la présence, de l'empathie et le courage de traiter l'autre avec dignité quand personne ne vous y oblige. Monsieur Jean, à côté, retira ses lunettes et les essuya avec la manche de sa chemise. Ce n'était pas de la poussière. Tout le monde savait que ce n'était pas de la poussière. À l'intérieur de la boutique, une autre surprise attendait. Chloé s'approcha de Camille avec une petite boîte dans les mains et une expression qui mêlait honte et affection sincère. Camille, Gisèle et moi
avons acheté ça pour toi. Ce n'est pas cher, mais on voulait te donner quelque chose qui montre qu'on a appris, qu'on a vraiment changé. Et pas seulement parce que tu es devenue importante. » Camille ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un marque-page artisanal fait à la main avec une phrase brodée en fil doré. Personne n'a jamais demandé, mais elle a toujours su. Camille porta la main à sa bouche. La phrase qu'elle avait dite à Sophie dans l'arrière-boutique, le jour où elle avait révélé qui elle était, s'était transformée en quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Ce n'était plus seulement une réponse, c'était une devise, un rappel que la valeur d'une personne ne dépend pas de qui demande. « Merci », ce fut tout ce qu'elle put dire. Mais la façon dont elle serra la boîte contre sa poitrine dit le reste. Manon, qui se tenait juste derrière Chloé, fit un pas en avant, les yeux rouges. « Camille, je veux que tu saches que j'ai honte de la façon dont j'ai agi, pas par peur de toi maintenant, mais par honte de moi avant. Tu m'as appris qu'on perd beaucoup quand on juge quelqu'un avant de le connaître. » Camille tint la main de Manon et la serra sans rien dire. Parfois, le pardon n'a pas besoin de mots, il a besoin de présence. Sophie s'approcha avec une coupe à la main et un sourire qui semblait porter des mois de poids, enfin allégé. « Attention tout le monde, je veux faire un toast. » Elle leva sa coupe et regarda directement Camille, la femme qui a sauvé cette boutique sans rien demander en retour, qui nous a appris que la valeur d'une personne n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, ni dans la langue qu'elle parle, mais dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien offrir en retour. « À Camille, le chœur résonna dans la boutique. Et cette fois, ce n'était pas de l'éducation corporative, c'était la vérité. Quelques jours plus tard, Camille était dans l'arrière-boutique de la maison Beaumont, terminant de rédiger l'email qui changerait le prochain chapitre de sa vie. Elle acceptait la proposition de Philippe Ménard en tant que directrice des relations institutionnelles de Brodeur et Associés pour l'Amérique latine. Basée dans la ville où elle vivait, sans avoir à déménager, sans avoir à abandonner ses parents, sans avoir à choisir entre le rêve et la famille. La vie qui, pendant si longtemps, l'avait forcée à choisir entre ce qu'elle aimait et ce dont elle avait besoin, avait finalement trouvé un chemin où les deux choses pouvaient coexister. Avant de cliquer sur « Envoyer », son téléphone vibra. C'était un message d'Antoine Delaroche. Il contenait juste une photo et une phrase. La photo montrait Antoine assis sur un banc de parc à côté de Juliette. Les deux riaient. Ce n'était pas un rire posé ou forcé. C'était le genre de rire qui naît lorsque deux personnes se retrouvent enfin après un long hiver. Juliette avait la tête posée sur l'épaule de son père, et Antoine tenait sa main comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. La phrase disait « Merci de m'avoir rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste ». Camille regarda la photo pendant un long moment. Elle pensa à tout ce qu'Antoine avait été. L'homme silencieux, le lâche élégant, le mari qui regardait sans agir, et elle pensa à ce qu'il était en train de devenir. Un père essayant de reconstruire un pont qu'il avait lui-même laissé s'écrouler. Il n'était pas parfait. Peut-être ne le serait-il jamais, mais il essayait. Et essayer quand tout en vous dit de rester immobile est déjà un acte de courage. Elle sourit, rangea son téléphone et cliqua sur Envoyer. Ce soir-là, elle rentra chez elle et trouva son père Bernard sur la véranda, assis seul, par ses propres forces, regardant le ciel avec la même expression que lorsqu'elle était enfant et qu'il pointait les étoiles, disant que chacune était le rêve de quelqu'un qui n'avait pas abandonné. « Papa, qu'est-ce que vous faites sur la véranda ? Je t'attends, pardi. Ta mère dort déjà et j'ai voulu prendre l'air. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ces étoiles de près. » Camille s'assit à côté de lui. Les deux restèrent silencieux un moment, écoutant les grillons et sentant la brise nocturne. Le même ciel qu'avant, la même maison simple, la même véranda avec les fleurs de Madame Thérèse. Mais tout semblait différent, parce qu'ils étaient différents. Alors Bernard, sans quitter le ciel des yeux, dit « Tu as accepté la proposition ?»« J'ai accepté, papa. »« Alors, pointe une étoile. » Camille rit. « Pourquoi ? Parce que maintenant cette étoile est la tienne. Tu n'as pas abandonné, et le ciel devait le savoir. » Camille désigna la plus brillante qu'elle trouva, et resta là, la main tendue vers le ciel, à côté de l'homme qui lui avait tout appris avec ses mains et son cœur, ressentant quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. La paix. À l'intérieur de la maison, sur la commode, le tiroir qui contenait autrefois des diplômes oubliés et des rêves remisés était ouvert, complètement ouvert. Et cette fois, il n'y avait plus rien à y ranger, car tout ce qui était dans le tiroir vivait maintenant à l'extérieur, tout comme Camille.